quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, ça a été calculé, par rapport à quelqu'un qui avait 18 ans au 19e siècle, une personne aujourd'hui de 18 ans, elle a gagné 400 000 heures de temps libre. 400 000 heures dans une vie, 400 000 heures de temps libre. Une fois qu'on a enlevé le sommeil, les repas, l'hygiène, les études, tout ça, il reste vraiment 400 000 heures de temps libre. Un jeune de 18 ans aujourd'hui va passer 330 000 heures de ces 400 000 heures devant un écran. Bah, c'est quand même, ça dit quelque chose. C'est qu'en fait, tout le temps qu'on a gagné grâce aux machines, on le rend aux machines. Bah là, on n'est plus du tout dans la coopération, là. On est dans l'addiction. Là, c'est carrément autre chose. On n'est plus du tout dans la coopération. Ça, c'est le monde de la performance. On ne questionne plus la performance. Toute performance est bonne à prendre. Et puis, il y a une autre critique qu'on peut faire de la performance, c'est cette équation. Quand on met l'accent sur la performance, en fait, c'est toujours une performance relative. On est toujours plus ou moins performant qu'un autre. Donc, du coup, en fait, ce qu'on fait quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition, finalement. Dans une compétition, qui gagne ? Alors, c'est très simple. Dans une compétition, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Et ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Un sportif de compétition, il va être violent avec son corps. Alors, ça va pas forcément durer très longtemps, mais il va être violent avec son corps. Un pompier qui est au feu va être violent avec son corps pendant le temps où il est au feu. Donc, c'est pas pour dire que la violence, c'est inutile. Là, il y a des moments, c'est un prix à payer pour le moment de performance. Le problème, c'est que quand on est dans une culture de la performance, on est dans une culture de la violence. Parce que là, ça ne s'arrête plus. Et donc, on est dans une culture de la violence contre les femmes, contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes. Et ça, c'est le produit de décennies de culte pour la performance. Et donc, c'est ça qui nous interroge. Alors, je vais uniquement me concentrer sur les écosystèmes, mais c'est quand même, ça a déjà été dit par Florence, le monde qui vient et qui est là, en fait, c'est un monde qui est très violent contre les écosystèmes. Les écosystèmes, je vais le dire différemment, les écosystèmes sont essorés par notre performance. On est en train de générer un burn-out planétaire. C'est ça qui se passe. Et du coup, il y a un mot à retenir de tous ces rapports scientifiques, c'est ce fameux monde fluctuant. Si je devais le dire vraiment en un mot, on quitte le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type, c'est ça, on quitte la continuité, on va dans les ruptures. Alors, c'est la première chose à retenir. Donc, du coup, une fois qu'on a compris ça, qu'on a tellement mis l'accent sur la performance que maintenant ça devient très fluctuant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une première question à se poser, et à mon avis, c'est la première question à se poser au XXIe siècle, c'est comment habiter le monde fluctuant ? En fait, quand on réfléchit bien, toutes les autres questions sont secondaires. Parce que ça, on ne va pas y échapper, entre guillemets, on est déjà rentré dans le monde fluctuant. En France, par exemple, on a calculé que les événements extrêmes climatiques, leur fréquence a été multipliée par un facteur 4,5 depuis 2000. Donc on est vraiment rentré dans le monde fluctuant et ça ne va pas s'arrêter. Donc comment habiter le monde fluctuant ? Ça, c'est vraiment la première question à se poser au XXIe siècle. Alors c'est une très grande question, mais je mets un arbre là, parce que en fait, les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc, ça veut dire qu'ils ont des recettes, des lois, des principes qui leur permettent de vivre sur Terre avec les fluctuations. Donc, c'est quoi les secrets du vivant pour vivre sur Terre ? Alors, première chose, les êtres vivants, si vous leur donnez beaucoup de ressources, ils vont faire de la compétition. Le parasite, par exemple, il a un accès illimité aux ressources, il fait énormément de compétition. Il se spécialise, il optimise, il se canalise. Tous les autres écosystèmes sur Terre, eux, par contre, sont soumis à des fortes fluctuations, à des pénuries chroniques de ressources. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils coopèrent. Et donc, sur Terre, ce qui domine dans le monde vivant, c'est la coopération. Parce que la plupart des écosystèmes sont soumis à des fortes fluctuations et à des pénuries chroniques de ressources. L'exemple le plus parlant, c'est l'océan. Oui, c'est un énorme volume quand même sur Terre. L'océan, c'est un milieu très pauvre et on a pu mesurer les interactions entre un très grand nombre d'espèces dans l'océan et c'est les interactions coopératives qui dominent. C'est que quand on pense être vivant océan, en général, on pense dents de la mer. Je sais pas si vous avez... le requin, la prédation... En fait, ça, c'est l'exception.
dans l'océan, c'est la coopération qui domine. Et donc là, genre, je ne prends pas l'exemple de l'océan, là je prends l'exemple d'une symbiose, voilà, un exemple de coopération territoriale, si vous voulez. Donc c'est les fameuses symbioses entre un champignon des champignons et une racine, enfin une plante. Donc là, vous connaissez ça, hein, les champignons absorbent l'eau, donnent des sels minéraux à la plante. La plante, elle fait de la photosynthèse, elle nourrit les champignons, et donc là, il y a un échange mutuel qui est bénéfique pour les deux parties. Ben ça, c'est très, très, très fréquent. En fait, on pense qu'il y a plus de 80% des plantes qui sont en symbiose de ce type-là sur Terre. Et en fait, quand on trouve des plantes qui n'ont pas de symbiose, en général, c'est qu'on n'a pas encore assez bien cherché. C'est souvent ça, quoi. Et donc là, vous avez une carte qui montre une interaction, un réseau d'interaction dans un sol forestier japonais. Donc, vous voyez, les points rouges, c'est des plantes. Les points jaunes et bleus, c'est des espèces de champignons différents. Donc, vous voyez qu'une plante interagit avec des tas d'espèces de champignons différents. Donc, c'est ça vraiment, le vivant. C'est un énorme réseau d'interaction. Donc ça, c'est plutôt joyeux finalement. C'est-à-dire qu'en fait, le monde fluctuant va plutôt nous amener à aller vers la coopération, si on suit les êtres vivants. Mais est-ce qu'on le fait vraiment ? En fait, oui, on le fait. Là, je vous ai mis quelques exemples d'organisations qui en fait vont vers la coopération sous différentes formes. Alors il y a les SCOP, les conventions citoyennes, les approches participatives, les sciences citoyennes. Il y a toute une galaxie d'approches coopératives chez les humains, dans les sociétés humaines. Ça, on peut presque considérer que c'est bio-inspiré, sans forcément faire un lien avec le vivant. Mais finalement, on converge vers le même genre de solutions. Si je le dis différemment, de façon très anthropocentrée, on se serre les coudes dans les moments difficiles. C'est un peu ça finalement. Voilà, on fait de la coopération quand ça commence à tanguer. Et donc en fait, on le voit. Et ce n'est pas une mode. C'est fait pour rester ça. Ça va s'amplifier parce que le monde va devenir de plus en plus fluctuant. Il y aura de plus en plus de coopération parce que c'est la façon de résister aux fluctuations. Alors là, on pourrait se dire super. Voilà, on a déjà mis un pied dans la coopération. D'ailleurs, en Belgique, il y en a plein. Enfin, j'étais à Liège, tout ça. Il y a vraiment plein de projets coopératifs. Donc c'est vraiment ça vient. Mais il y a un mais. Il y a un mais parce qu'en fait, parmi tous les types de coopération qu'on a inventés depuis dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a un mode de coopération qui est très performant. Et ce mode de coopération, c'est le mode de coopération numérique, digital. Là, on peut vraiment coopérer très vite avec beaucoup de monde, échanger énormément d'informations, voilà, efficace, efficient. Là, vous avez les câbles Internet au fond de l'océan. Au passage, d'ailleurs, oui, la fragilité de l'infrastructure. On peut compter les câbles. Donc, c'est encore une fois de l'optimisation qui fragilise. Mais surtout, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, on a fait une hybridation entre coopération et culte de la performance. Et du coup, on a inventé une forme de coopération performante. Alors, qu'est-ce que ça produit, ça ? Ça produit un mode de coopération qui écrase tous les autres modes de coopération. Et donc, qu'est-ce que ça produit au final ? De la canalisation. Et donc, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un enfant passer 12 heures par jour devant un écran. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont 18 ans ici, mais si vous n'êtes pas très loin de 18 ans, ça sera à peu près pareil. Quelqu'un qui a 18 ans aujourd'hui, ça a été calculé, par rapport à quelqu'un qui avait 18 ans au 19e siècle, une personne aujourd'hui de 18 ans, elle a gagné 400 000 heures de temps libre. 400 000 heures dans une vie, 400 000 heures de temps libre. Une fois qu'on a enlevé le sommeil, les repas, l'hygiène, les études, tout ça, il reste vraiment 400 000 heures de temps libre. Un jeune de 18 ans aujourd'hui va passer 330 000 heures de ces 400 000 heures devant un écran. C'est quand même, ça dit quelque chose. C'est qu'en fait, tout le temps qu'on a gagné grâce aux machines, on le rend aux machines. Là, on n'est plus du tout dans la coopération, là. On est dans l'addiction. Là, c'est carrément autre chose. On n'est plus du tout dans la coopération. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? En fait, il faut revenir à la leçon du vivant, la leçon première du vivant. Qu'est-ce que nous disent les êtres vivants ? En fait, ils nous interrogent sur notre rapport au temps. En fait, nous, les êtres humains là, du 21e siècle, on est depuis des décennies sur l'autoroute. Les scientifiques nous disent que le brouillard se lève. Et qu'est-ce qu'on fait ? On accélère. Bon, je sais pas vous, mais quand je suis sur l'autoroute et que le brouillard se lève, je ralentis. Et c'est pas juste pour le plaisir de ralentir, c'est qu'on ralentit pour interagir avec son milieu, avec son environnement. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va répondre, qu'on va être capable de trouver une trajectoire. C'est un peu ça. La première leçon du vivant sur la coopération, c'est que les êtres vivants, quand ils sont en crise, ils n'accélèrent pas.
ils multiplient les interactions avec leur territoire. Si je vous le dis différemment, il y a pas mal d'ingénieurs dans la pièce, on est tous des objets vivants à 4 dimensions. Les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. Si on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. Et ben c'est là que ça se joue. En fait, c'est pas dans le temps que ça se joue, puisqu'on manque de temps. C'est l'espace qui est notre terreau. Et donc, en fait, quand on fait de la coopération territoriale, quand on fait des symbioses territoriales, c'est un peu la même chose. En fait, on explore, on densifie, on augmente la qualité des interactions dans son territoire. Et ça, c'est vraiment de la coopération. Et du coup, voilà, donc on peut très clairement débrancher les écrans. Hein, ça, je pense que tout le monde le dit, mais voilà, parce que comme ça, on va peut-être un peu plus s'ancrer dans son territoire avec des gens vraiment qui sont dans le coin.